Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le vendredi 10 juin 2022 et on continue dans notre ambiance un petit peu particulière, on va pas dire de fin du monde, d'hésitation par rapport à tout ce qui tourne autour de l'inflation. Et évidemment, on en a beaucoup parlé cette semaine, un peu partout et partout un petit peu. D'ailleurs, on ne parle que de ça principalement, c'est l'inflation, les taux, la réaction des banques centrales et tout ça nous occupe profondément et nous obsède passionnément. Donc, le marché suisse a principalement passé sa journée, sa semaine plutôt, à tourner autour du reste du monde, à regarder un peu ce qui se passait ailleurs, sur les autres banques centrales, voir comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ces décisions qui vont venir, par rapport à toute cette espèce de melting pot qu'on se prend en ce moment et qu'on doit essayer de digérer. Donc, il y a peu d'interdépendance à l'intérieur du SMI. Bien sûr qu'il se passe certaines choses, on va le voir au fur et à mesure de cette vidéo. Il s'est passé quelque chose, rien de très spectaculaire. On reste toujours vraiment très axé sur ce qui se passe ailleurs. On se concentre sur les chaînes d'approvisionnement, les problèmes alimentaires, les problèmes de nourriture. Vous pouvez imaginer aussi que ça met pas mal de pression sur des boîtes comme Nestlé qui finalement sont victimes de tous ces problématiques d'exportation et ces problématiques de raréfaction de certains produits type les céréales. Quand même 2-3 choses assez spectaculaires durant la semaine, même si in fine les indices ne font pas des performances stratosphériques. Alors comme vous le voyez sur le graphique des performances, enfin plutôt la photo finish, ou plus ou moins finish des performances du SMI cette semaine. Alors déjà qu'on a eu un jour de moins avec le lundi de Pentecôte qui était fermé. Donc on termine, pour l'instant on est légèrement en baisse, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Et on voit clairement qu'aujourd'hui les performances se concentrent plus sur le côté Asie que sur le côté États-Unis qui eux sont vraiment encore un petit peu dans le pâté. Et puisqu'on se pose toujours, évidemment, on a eu beaucoup de questions qui ont été posées ces derniers temps. On a eu beaucoup de profit warning puisqu'après le profit warning de Microsoft, celui de Target la semaine dernière, et puis finalement l'indice est relativement mal barré aux États-Unis. On se pose toujours plein de questions. Et puis pour le reste, eh bien le DAX fait comme la Suisse, le CAC est légèrement plus faible. Et puis on ne sait pas comment il faut se positionner puisque cet après-midi, vendredi après-midi, nous aurons les chiffres du CPI qui nous donnera un petit peu la tendance. Si l'on regarde la performance du SMI à l'intérieur du SMI, là aussi on voit que finalement les extrêmes ne sont pas spectaculaires. Sika qui est en lanterne rouge, Holcim qui est la meilleure performance de la semaine. Alors quand Holcim est la meilleure performance de la semaine, c'est qu'on n'a vraiment plus rien à dire. Et vous voyez en milieu de peloton Roche qui est légèrement en baisse, Novartis qui est légèrement en hausse, qui nous permet de nous stabiliser plus ou moins à l'équilibre. Gros intérêt toujours, enfin gros intérêt c'est vite dit, on a toujours beaucoup d'intérêt sur les assurances parce que ça paye des dividendes et puis comme pour l'instant on ne sait plus trop quoi faire, eh bien on se contente de ça. Il faudra noter aussi évidemment la sous-performance hebdomadaire de Nestlé et de l'UBS et puis le fait qu'on a Crédit Suisse qui fait partie du troupeau de tête. On va y revenir bien évidemment dans cette vidéo. Si on regarde les performances du SLI, alors Kuehne+Nagel, on va y revenir tout à l'heure, qui est vraiment en toute queue de peloton. Et puis de nouveau, Holcim qui s'en sort un petit peu mieux que le reste, ainsi que le Crédit Suisse et le Luxe qui se comportent toujours pas mal. Et puis encore une fois, bien évidemment, les assurances de nouveau. Mais donc ce qu'il faudra retirer quand même, c'est que le côté techno, qui est quand même pas mal sous pression, si on peut appeler ça le côté techno en Suisse, puisqu'on a AMS, on a Temenos, on a Logitech, qui font partie des losers de cette semaine. Donc un peu à l'image de ce qui se passe aux États-Unis. Pour l'instant, on n'est pas très fervent de technologie. On cherche un peu comment se planquer. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile de trouver des secteurs d'investissement qui sont hyper motivants en ce moment. On a vu récemment que
les banques étaient relativement sous pression. On a vu des commentaires relativement négatifs du Crédit Suisse par rapport à ça. Et c'est vrai que ça a un petit peu choqué tout le monde, puisque le Crédit Suisse a quand même argumenté sur une partie de son profit warning en disant que c'était à cause des taux que la performance n'était pas bonne. Donc voilà, une petite semaine pas très spectaculaire, si ce n'est sur certains détails et sur certains titres en particulier. Si on regarde le SMI, alors le SMI en termes de graphique, alors vous voyez, j'ai absolument rien changé au niveau des tendances que j'avais dessinées la semaine dernière, c'est exactement les mêmes. On a toujours à noter, bon c'est un peu petit ici, mais ces 2 points de support qui passent aujourd'hui par 11 400, qui sont très importants. Aujourd'hui, est-ce que l'on va réussir à tenir ces niveaux et pouvoir nous permettre de repartir un peu en haut de ce canal, ou est-ce qu'on va retomber dans cette espèce de morosité dans laquelle on se traîne depuis pas mal de temps et l'angoisse qui est la nôtre en direction de cette tendance baissière à nouveau? Pour l'instant, d'un point de vue purement technique, j'ai envie de dire qu'on a l'air d'être prêt à faire un rebond à la hausse ces prochains taux. Il faudra voir un peu comment vont se comporter nos amis les stochastiques là en bas. Mais autrement, il y a un petit peu d'espoir du côté d'un rebond éventuel sur le SMI, même si rien n'est gagné. Et forcément, les interprétations des paroles de la BCE d'hier et la performance du CPI qui sera annoncé cet après-midi aux États-Unis va nous donner une nouvelle perception et une nouvelle vision de ce que vont faire les banques centrales et de ce qu'ils pourraient faire au niveau des taux, et ce qui aura forcément une incidence assez marquée sur la performance de notre indice suisse, puisque pour l'instant, il est évident qu'on est en train surtout de suivre les autres plus qu'autre chose. Le SLI, alors vous le voyez, là, autant des fois le SLI a tendance à être un petit peu en avance, plutôt en retard sur le SMI, autant cette fois il est un petit peu dans un rythme un peu différent, et on le voit ici. Les supports ont tenu et on n'est même pas encore revenu sur les bas des supports. Alors est-ce qu'on va réussir à remonter sans revenir tester les 1750, 1760 sur le SLI? Eh bien, ce sera la grande question qu'on va devoir se poser ces prochains temps. Vous voyez aussi qu'ici, on a le même type de configuration sur les stochastiques que sur le SMI. Encore une fois, c'est pas des grandes différences, mais il va falloir qu'on tienne vraiment cette zone de support ici qui sera très très importante pour espérer vraiment rester dans cette tendance haussière, légèrement haussière qu'on essaie de construire et de ne pas retomber dans nos vieux travers comme le SMI je montrais tout à l'heure, et revenir de nouveau en bas, chercher cette tendance baissière, voire pire, revenir dans la tendance baissière, mais ça c'est vraiment un scénario catastrophe qu'on ne préfère ne pas imaginer et ne pas y penser. Donc voilà, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut retenir, c'est que les indices suisses sont vraiment en mode suceur de roue par rapport au reste du monde. On attend de voir, d'en savoir un petit peu plus. On a dû digérer cette semaine toute la performance du pétrole, toute cette prise de conscience qui a été peut-être plus forte que les semaines d'avant par rapport à l'inflation. On s'est rendu compte que le pétrole qui monte n'est jamais très très bon pour les marchés en général, n'est jamais très très bon pour l'inflation. Et donc du coup, on est aussi en train de digérer ça, même si on n'est ni producteur ni vraiment concerné directement par une inflation aussi violente que ce qui existe à l'étranger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la problématique du pétrole qui monte, et vous avez qu'à vous rendre à la pompe, je ne vais pas vous le répéter encore et encore, pour se rendre compte qu'effectivement c'est monstrueux. Pour donner un ordre d'idée, il y a 1 an en arrière, j'ai acheté une voiture. À l'époque, quand je faisais le plein, ça me coûtait entre 100 et 125 francs le plein. Aujourd'hui, ça me coûte entre 180 et 190 francs le plein pour la même voiture. Donc forcément, ça donne à réfléchir. Alors vous me direz, oui, bien sûr, t'as qu'à acheter une voiture électrique. Mais enfin bon, je suis pas encore tombé aussi bas. Non, je rigole en disant tomber aussi bas, mais c'est vrai que c'est aussi un des grands thèmes du moment, puisque on a vu que les Européens ont décidé d'interdire les voitures à moteur thermique dès 2035, donc d'interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. Et nos verts à nous en Suisse ont donc décidé de faire beaucoup mieux, puisque eux, ils ont décidé, ils aimeraient tellement qu'on puisse interdire la vente des voitures à moteur thermique dès 2025, bien qu'on n'ait aucune solution alternative et que la voiture électrique ne soit pas du tout encore au point pour arriver à quoi que ce soit de ce côté-là. Mais ça, c'est une autre histoire.
qu'on abordera dans une autre vie. Parlons maintenant des actions qui ont été actives un petit peu cette semaine et qu'est-ce qui s'est passé sur certaines. Alors la première en tête de pont, c'est Kuehne+Nagel. Alors Kuehne+Nagel s'est fait littéralement massacrer cette semaine en baisse de 12%. Une des raisons principales, c'est un downgrade assez important de la part de HSBC, Seferer, qui est venu mettre en exergue et en avant toute la problématique des chaînes d'approvisionnement qui impacteraient violemment Kuehne+Nagel et ce qui justifiait le downgrade, qui justifierait la peur finalement de ne pas réussir à réitérer les performances futures. Alors les chaînes d'approvisionnement, c'est un petit peu l'excuse bateau que tout le monde utilise aujourd'hui. À la moindre mauvaise nouvelle, on dit c'est à cause des chaînes d'approvisionnement, ou c'est à cause de l'inflation, ou c'est à cause de l'Ukraine, ou c'est la faute à Poutine. En tous les cas, c'est l'excuse un petit peu utilisée en général. Et c'est vrai que cette semaine, on a parlé de cette inquiétude au niveau des chaînes d'approvisionnement pour Kuehne+Nagel. Et le titre s'est fait littéralement démonter puisqu'il termine donc en queue de peloton sur le SMI, sur le SLI, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc ça a mis pas mal de pression et d'un point de vue technique, il est forcé de constater que c'est vraiment très très moche pour ne pas dire dégueulasse. Alors quand on observe le chart de Kuehne+Nagel, eh bien en fait j'ai laissé volontairement ce grand trait bleu que l'on voit ici, que j'avais mis pour montrer ce qui me semblait être l'éventuelle possibilité du futur de Kuehne+Nagel, et aussi pour me faire très mal puisque visiblement pour l'instant ça ne marche pas. On s'est fait littéralement exploser. Donc si on regarde tout simplement la tendance de base qu'on essayait de reconstruire depuis quelques temps, qui va dire, en essayant d'être correct, qui passait un petit peu par là, grosso modo, eh bien cette tendance de base a littéralement sauté avec le downgrade cette semaine. Et donc le titre est au plus bas de nouveau. Alors ce qui est intéressant, et c'est peut-être le seul point positif que j'arrive à retirer aujourd'hui, c'est qu'on est revenu se poser, vous voyez, exactement à 200 dans la zone des 224 au plus bas, 220-224, qui correspond au plus bas de ces derniers temps. Et donc peut-être qu'on est en train de faire ce qu'on appelle en analyse technique globalement un double bottom, un double fond entre guillemets. Est-ce que c'est le cas? L'avenir nous le dira, bien entendu. Il faudrait maintenant qu'on arrive à remonter un bon bout. Alors pour l'instant, on n'est pas encore là, mais c'est clair que pour ceux qui croient et qui sont encore hyper convaincus que Kuehne+Nagel n'est pas complètement dépressive et que tout n'est pas perdu, je pense que ça peut être un relativement bon point d'entrée avec une vision long terme sur la société. Évidemment, il n'y a jamais aucune certitude. Pour ceux qui maîtrisent le concept de vente de put, ça peut aussi être des points d'entrée relativement intéressants. Mais on voit que toute l'exagération, en tous les cas, l'exagération dans laquelle Kuehne+Nagel était rentré durant la période post-Covid, entre guillemets, puisque je rappelle quand même que le début de la crise du Covid en mars 2020, c'est ici, hein. Donc Kuehne+Nagel se traitait 50% plus bas qu'aujourd'hui. Et toute une grande partie de l'exagération qu'on va pouvoir déterminer comme étant cette phase-là, eh bien, a été nettoyée puisqu'on est revenu d'un bon bout en arrière. Donc techniquement, c'est pas beau. Pour ceux qui croient encore à la success story de Kuehne+Nagel, il y a peut-être des points d'entrée qui sont relativement intéressants. Le sujet de la semaine, c'est donc, une fois n'est pas coutume, le Crédit Suisse. Alors depuis que j'ai commencé ces Swiss Bliss, il faut reconnaître que j'ai beaucoup parlé du Crédit Suisse parce que il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il faut dire, on l'a dit et répété, que c'est quand même une banque qui a la capacité de nous sortir une casserole quasiment toutes les 2 semaines, un problème du passé toutes les 3 semaines et un procès régulier tous les trimestres. Donc globalement, à chaque fois qu'on parle du Crédit Suisse, à chaque fois qu'on fait une émission Swiss Bliss, on est pratiquement obligé de caser le Crédit Suisse dedans. Par moment, ça peut être considéré comme le fait que j'ai une dent contre cette banque, mais absolument pas du tout. C'est simplement que sur l'historique du Crédit Suisse et sur ma carrière, eh bien, on a toujours vécu ça comme étant une agression permanente sur la société. Cette capacité à venir faire toujours des trucs que les autres faisaient pas, et pas forcément dans le bon sens du terme, a toujours été assez spectaculaire. Et il y a toujours eu un petit peu ce truc de numéro 2 par rapport à l'UBS. Forcément, moi, je suis un ancien de l'UBS, donc j'ai aussi ce côté. Je préférais quand même l'UBS que le Crédit Suisse parce que c'est eux qui m'ont formé. Bref, donc tout ça pour dire que le Crédit Suisse a récemment fait un profit warning. Il y a eu quand même 2 choses importantes cette semaine, et c'est peut-être même pas terminé. La première chose, c'est le profit warning. Donc le Crédit Suisse a fait un profit warning durant la semaine. Ils ont annoncé que le 2e trimestre serait tout pourri, donc celui qui se termine là dans 15 jours, 3 semaines. Il sera donc tout pourri. La raison principale, l'Ukraine, les taux d'intérêt
et l'inflation. Enfin, tous les trucs que je disais tout à l'heure qu'on peut utiliser comme excuse pour dire que ça ne va pas. Donc, le Crédit Suisse les a tous utilisés. Donc, alors, c'est assez fou parce que finalement, bon, on peut comprendre que la guerre en Ukraine leur pose des problèmes. La problématique de la hausse des taux qu'ils ont mentionné comme étant un des points noirs du trimestre, on peut quand même se dire oui, mais la hausse des taux, alors moi je sais pas, mais à l'époque quand j'ai commencé, quand j'étais un jeune trader, ça fait très très longtemps, eh bien on disait aux jeunes traders que quand les taux montaient, c'était plutôt positif pour les banques parce qu'ils pouvaient augmenter leur marge en faisant des crédits et puis prendre plus de pognon au passage. C'était un petit peu comme ça que c'était censé fonctionner. Et puis, au travers des années de bourse de pratique, eh bien, on a vu qu'effectivement, quand les taux montent, les bancaires respirent un peu mieux. Alors, visiblement, c'est pas comme ça que ça se passe au Crédit Suisse, où le Crédit Suisse n'est plus vraiment une bancaire. Allez savoir, je ne sais pas. Toujours est-il que le profit warning a fait très peur au titre. Et ce qui est tombé plutôt bien, c'est que regardez le graphique. Quand on regarde simplement le graphique du Crédit Suisse, eh bien on voit que durant la journée, si on zoome dessus, durant la journée de l'autre jour, ils ont fait leur profit warning, elle a été tapée, donc je ne vais pas vous dire, je vous l'avais dit, mais elle est allée taper pile poil le bas de ce support, ce point où la 16 3 ou 4 fois qu'on touchait ces niveaux-là, pile poil, elle a été touchée ces niveaux-là, et puis à partir de là, on a eu la rumeur State Street. Alors, la rumeur State Street, donc State Street est une banque américaine qui, à la base, fait beaucoup d'ETF et beaucoup de produits de ce style-là. State Street a grossi au fur et à mesure des années. Et donc, la rumeur qui a été publiée, annoncée, déclarée par le site, le blog suisse très connu qui s'appelle Inside Paradeplatz. Et donc, le blog Inside Paradeplatz a laissé entendre que State Street est en train de préparer un takeover sur le Crédit Suisse pour racheter la banque à 9 francs. Évidemment, le management du Crédit Suisse n'a pas voulu commenter l'information. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on n'a toujours aucune nouvelle sur ce qui va se passer, si c'est affirmé ou si ça ne reste qu'une rumeur. Mais toujours est-il que visiblement, ce qui devait arriver arriva quand vous avez une banque suisse quand même, qui est juste le numéro 2 bancaire en Suisse, au terme de grande banque. Vous avez une banque comme ça qui vaut pratiquement plus rien, puisque si aujourd'hui State Street venait à acheter le Crédit Suisse, eh bien, il paierait 23 milliards pour acheter la totalité de la banque. 23 milliards de dollars en payant 9, alors qu'aujourd'hui le titre se traite dans la zone des 6,87. Donc on n'est même pas encore à ce prix-là. Alors pour l'instant, pas de confirmation, néanmoins spéculation va venir. Il y a aussi beaucoup de choses qu'il faudra qu'on discute au sujet du Crédit Suisse. C'est quand même quelque part, évidemment c'est pas une banque nationalisée, mais je pense que ça passera quand même par le Conseil fédéral pour savoir s'ils sont d'accord finalement qu'une banque suisse comme le Crédit Suisse partent en main étrangère pour devenir une banque, on va dire une succursale de banque américaine en Suisse. Bon, il faut dire qu'on a déjà fait tout ce que les Américains nous demandaient depuis 10 ou 15 ans. Il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Mais néanmoins, ça pourrait quand même être un tout petit peu choquant pour le Conseil fédéral de laisser partir le numéro 2 bancaire suisse aux États-Unis. Donc si on reprend notre graphique du Crédit Suisse, on voit clairement qu'on a rebondi pile poil là où il fallait. On peut zoomer tant qu'on veut, c'est vraiment assez exceptionnel de voir la manière dans laquelle on est allé chercher le bas de ce canal, le bas de ce support, juste là où il fallait avant de rebondir massivement. La journée suivante, pour l'instant, c'est comme ça n'a toujours pas été confirmé. Eh bien, pour l'instant, on est toujours en plein suspense et on n'en sait pas plus que ça. Donc, la stratégie que je vous disais à l'époque, si on fait abstraction du takeover, c'est que, eh bien, pour l'instant, si takeover il n'y a pas, il va se passer quoi? Il va y avoir une déception. Le titre va probablement redescendre sur les points de support autour des 6,20 si on n'en parle plus. Et puis, si c'est le cas, il faudra essayer de racheter parce que j'imagine quand même que si tout d'un coup on entend des rumeurs comme ça, on dit bien évidemment qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais on peut imaginer que ça va commencer aussi à faire titiller les intérêts des uns et des autres. Et même si ça n'est pas State Street qui vient faire un takeover sur Crédit Suisse, il y a d'autres banques qui sont susceptibles de venir peut-être mettre les pieds dans le plat et se dire que finalement, tant qu'à racheter une banque suisse, autant que ce soit une autre banque suisse. Suivez mon regard, c'est quelque chose qu'on attend et qu'on rêve dans nos fantasmes les plus fous, de voir finalement peut-être un jour l'UBS mettre les pieds
là-dedans. Autrement, eh bien, aujourd'hui, si on regarde un petit peu la performance de la Suisse cette semaine, c'est pas extraordinaire. Si vous regardez à l'intérieur de l'USMI, forcément, vous avez de nouveau quelques titres qui font bouger ou pas bouger le marché. Aujourd'hui, quand vous avez une Nestlé qui est en baisse de plus de 2% sur la semaine, forcément, ça tire l'indice un petit peu en baisse. À côté, vous avez Roche et Novartis qui se neutralisent, Crédit Suisse qui monte pour les raisons de takeover et l'UBS qui baisse pour des raisons, on va dire, de concurrence. Résultat, vous avez l'espèce de neutre à plus faible. Et le plus faible qui tire en bas, c'est Nestlé. Alors Nestlé, pour l'instant, on n'aime pas trop Nestlé parce qu'ils vivent des périodes aussi difficiles. Parce que si on parle de chaîne d'approvisionnement, si on parle de problématiques alimentaires, si on parle de problèmes d'approvisionnement en céréales, forcément, ils sont touchés et ils sont concernés. Donc on a l'impression que quelque part, il y a un peu ce côté... Nestlé est plus sensible de ce qui se passe en Ukraine. Et quand on entend que si même la problématique de l'Ukraine pose des problèmes au Crédit Suisse, je vous laisse imaginer ce que ça pose comme problème chez Nestlé. Donc pour l'instant, Nestlé est en difficulté, est techniquement en grande difficulté. Il ne faudrait pas que ça lâche, mais ça ira aussi avec le reste. Et si le CPI montre que ça se calme un petit peu et que les choses se stabilisent, on pourrait avoir un rebond. Sinon, on suivra le reste et le SMI... Nestlé, Roche, Novartis, UBS, Crédit Suisse, Zurich, Swiss Life, etc. suivront tout le monde et partiront comme tout le monde avec l'eau du bain. Alors pour l'instant, eh bien, si on regarde simplement le graphique de Nestlé, comme vous le voyez, Nestlé est en train de tester ses supports et c'est le moins qu'on puisse dire. Ce serait quand même plutôt rassurant si on arrivait à rebondir là où on est. Techniquement, si on clôture la semaine en dessous des 113, je ne serais pas super à l'aise. Et j'imagine bien que notre bonne vieille société Vevezan puisse aller chercher bien plus bas en direction de ce support-là, en direction des 107, qui correspondrait plus ou moins au support et à tendance haussière déclenchée depuis le rebond post-Covid de mars 2020. Donc, à surveiller prochainement. Donc, vraiment, ce point-là qui passe par les 107. Et ici, une clôture en dessus des 113 serait la bienvenue en ce vendredi soir sur Nestlé pour espérer en voir un peu plus. Puisqu'on ne peut pas avoir que des mauvaises nouvelles et ne pas être que tout le temps déprimé dans les marchés, on va parler de Burkhardt Compression. Alors Burkhardt Compression a annoncé des bonnes nouvelles avec la signature d'un partenariat avec Hydrogen Refueling Solution pour la livraison de systèmes technologiques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça fait partie des titres qui s'en sortent relativement bien cette semaine, puisqu'on voit que gentiment, on a une accélération qui se montre en direction des 533. Mais attention quand même, pour l'instant, on arrive aussi en zone de surachat sur Burkhardt Compression. On peut aussi passer rapidement par tout ce qui est un peu technologie. On voit que Logitech tente un rebond, mais c'est pas vraiment ça. On voit que Temenos, qui aussi avait été victime d'une tentative de takeover, est de nouveau en train de s'effriter, comme vous le voyez sur le graphique que j'avais dessiné il y a 3 semaines en arrière. Eh bien, on est de nouveau en train de retester cette tendance haussière. Moi, j'aurais tendance à vouloir essayer, si on est un petit peu optimiste ces prochains jours, à vouloir remettre des billes sur Temenos pour jouer de nouveau un rebond en direction des 100. Puisqu'à chaque fois qu'on vient à tester cette tendance haussière, on a tendance à réaccélérer derrière sur des rumeurs ou sur des espoirs ou faux espoirs pour la suite. Comme vous le voyez aussi sur AMS Osram, eh bien, la technologie, ça ne réussit pas au marché suisse pour l'instant. Donc le titre est sous pression. On avait buté la dernière fois contre cette moyenne mobile des 50 jours. Et on est de nouveau bien maintenu en dessous, la tête sous l'eau. C'est un petit peu à l'image, alors les parallèles sont un peu faciles à être tirés, mais si vous regardez un petit peu le comportement du SOX, qui est également dans cette configuration de repli, dans un peu à la même tronche, c'est un des moins bons performeurs du marché aux États-Unis pour l'instant. Et donc du coup, on a un petit peu le risque de revenir à la baisse. Donc si jamais on avait le SOX qui revenait tester une xème fois les supports des 2008 sur le SOX, eh bien on pourrait aller tirer des parallèles avec AMS Osram, qui pourrait nous faire un petit peu le même genre de comportement, aller chercher un nouveau plus bas en direction des 10 ces prochains temps, un peu comme le reste du secteur qui est tout petit peu en difficulté. Mais encore une fois, il est très difficile de prendre des décisions et de prendre des paris sur ce qui nous attend
sachant qu'on ne sait pas de quoi sera fait cet après-midi le CPI, et on va toujours continuer à se poser beaucoup de questions sur les comportements et les décisions des banques centrales. Voilà ce qu'on pouvait raconter cette semaine sur la Suisse. C'est un petit peu ennuyeux ces temps, je le conçois. Heureusement que le Crédit Suisse est en train de se faire racheter ou pas en ce moment. Ça motive un petit peu les troupes à voir un petit peu autre chose dans le marché pour l'instant. Mais il faut dire que c'est plutôt calme et on attend de voir à quel moment l'horizon va se stabiliser. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est extrêmement macro et géopolitique. Finalement, je dirais plutôt macro, concentré sur la problématique des banques centrales et de comment elles réagissent pour pouvoir essayer d'influencer l'inflation et de lui demander s'il te plaît, peux-tu te calmer, petite inflation. Et à côté de ça, eh bien, on est obligé de continuer comme ça, ce qui fait qu'on a tendance à se désintéresser de la macro ou alors à tirer des parallèles un petit peu assez à droite et à gauche, assez importants. Ce qui est assez frappant aussi, c'est que finalement, on voit qu'en ce moment, de par le manque d'intérêt qu'il peut y avoir sur le marché, on a aussi des sanctions qui sont déclenchées par les analystes qui sont terribles, puisque les gens ne réfléchissent pas plus loin et se contentent tout simplement d'appliquer les recommandations des analystes qui créent des sell-off monumentaux comme on l'a eu sur Rush il y a quelques temps et comme par exemple sur Kuehne+Nagel cette semaine. Voilà, donc en ce qui me concerne, nous sommes vendredi, donc je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, cette fois c'est un week-end normal, donc on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. On se retrouve également la semaine prochaine, mercredi prochain au Swissquote Trading Day. Cette fois, ce sera en live et aussi en streaming pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote francophone. On a passé les 18 000 membres, les 18 000 followers cette semaine, pourvu que ça dure. Merci à vous au passage. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et on se retrouve lundi matin pour le prochain Morning Bull Live. Bon vendredi, bon week-end à tous. Bye bye.